Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Vous venez de regarder À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan et on espère que ça vous a plu. Émission exceptionnelle. Comme vous le voyez, on n'est pas beaucoup sur le plateau. Et oui, parce qu'à la Paramount, on ne blague pas avec les gestes barrières, c'est comme ça et c'est très bien. Ce soir, pour parler du film, sur le plateau, on a Julie. Oui, bonsoir Greg. Et Sarah. Bonsoir. On a également Mickaël qui est en direct des cabinets. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Greg, je te reçois bien. Écoute, je finis ma petite affaire, je tire la chasse d'eau et je suis à toi tout de suite. Avec plaisir, capitaine. Avant de débuter l'émission, on va essayer de joindre Antoine, le pauvre, il n'est pas sur le plateau non plus. Antoine, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que la liaison est faite? Antoine? Sorokva, Severo Vostok, 34 Yugo Vostok, Swimsuit Metrov. Allô? Ah, vous êtes là? Ah, vous m'entendez? Ça marche? Vous me voyez? Ah, ok, parfait. Bon, vous allez pas me croire, une histoire de fou. Je bois mon café en terrasse tranquille à Saint-Pétersbourg. Il y a un mec qui s'appelle Sergueï, il me propose un alcool local. Vous me connaissez, je dis jamais non. Bon, bref, une chose en entraînant une autre. Je suis à bord du SNK-34, qui est un sous-marin nucléaire tactique russe. Donc là, je vais pas pouvoir faire l'émission aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, bon, très naturellement, Greg, grand fan de sous-marins émérite, encore plus passionné de films sur les sous-marins. Donc je te laisse les clés de l'émission, bien sûr. Moi là ça va, hein. Franchement je lis 3-4 chiffres en russe, c'est assez cool. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh putain. Oulala, 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 attendez, parce que là à mon avis il y a un bordel à gérer. Je m'occupe de ça, vous faites une bonne émission, je vous retrouve à tout à l'heure. Fin de transmission. Merci Antoine, on va faire du mieux qu'on peut pour cette émission. Oui. Il le sait, j'adore les sous-marins. Hein, Julie, c'est toi qui as choisi ce film. Toi aussi, tu adores les sous-marins. J'adore les sous-marins, mais plus que les sous-marins, j'adore John McTiernan. Ah, je m'en doutais. Oui, vous le savez. Réalisateur phare, réalisateur chéri. Alors, est-ce que tu as été déçue? Est-ce que tu as été séduite par ce film? Oh, il se trouve que je l'avais déjà vu une petite dizaine de fois, je pense. Alors, je l'ai choisi en connaissance de cause. Non, bah, je ne suis jamais déçue de ce film. Jamais. Jamais déçue de Sean Connery non plus. D'accord. Qui est vraiment formidable. Ok. On va faire un petit tour de table encore. Sarah, un petit mot sur ce film? Une scène qui t'a marqué peut-être? Oui, peut-être une scène. Je trouve que la scène la plus marquante et la plus incroyable, c'est la scène où Jack Ryan va aller de l'hélicoptère jusque dans le sous-marin où il est suspendu. Et ce que je trouve assez cool, et peut-être qu'on en reparlera un peu, c'est que c'est pas trop à la James Bond. Il y a un côté un peu galère, c'est pas parfait. On sent que c'est compliqué. Il y a un côté assez réaliste, autant que ça puisse être réaliste. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette scène. La mise en scène de cette scène est très intéressante puisqu'on coupe au moment où il est dans l'eau et on le retrouve projeté dans le sous-marin et on n'a pas tout cette truc un peu rébarbatif où il doit remonter et tout. Et je trouve ça très malin. Mickaël, une scène que tu as appréciée dans ce film? Écoute Greg, je suis un peu constipé, mais bon, je vais quand même essayer de tenir l'émission. Ouais, il y a une scène que... Alors, j'aime beaucoup ce film, mais il y a une scène que je trouve un peu ridicule, c'est la scène de fin, où il est sur le sous-marin, il a une mèche au vent, et il cite Christophe Colomb. Et je me dis, bon, alors évidemment... Oui, il cite Christophe Colomb. Oui, il cite Christophe Colomb. Et évidemment, donc c'est une reconstitution, mais s'il l'avait fait en décor naturel, je pense que déjà, Sean Connery serait fait bouffer par les moustiques. C'est ça l'Amérique? Eh ben, il y a un pays de merde. Et en plus, je pense que son sous-marin, parce qu'il est dans un fleuve, je pense que son sous-marin serait pris dans les vagues, dans les algues, pardon. Et à mon avis, il aurait été emmerdé, le petit Sean. Moi, il y a une scène qui m'a fait rire aussi. C'est tout au début, quand on a Alec Baldwin qui est dans l'avion, et il y a l'hôtesse de l'air qui vient lui donner des leçons. Elle dit « Mais essayez de dormir, vous verrez, ça passera plus vite si vous dormez. » Oui, bah ça va, j'ai pas 5 ans, merci. Elle a pas tort en même temps. Elle a pas tort, mais enfin bon, je pense qu'il le sait. Julie, toi, t'as donné une scène? Oui, j'ai donné une scène aussi, j'avais envie. Moi, c'est la scène du virage. Ouais. C'est un moment, il est sous-marin. Oui. Et en fait, tout le monde fait « Non, mais tourne, on va se le prendre. Je me fais « Pas encore. Pas encore. Pas encore. » Et donc, bien sûr, il tourne au dernier moment et il négocie un virage très technique. J'ai remarqué que Sean Connery conduisait mieux son sous-marin que moi, je conduis ma Twingo, personnellement. Enfin, vraiment, clairement. Et pourtant, c'est pas la même portance. Et c'est plus gros, pourtant. Alors, je sais que vous mourrez d'envie d'apprendre des choses sur ce film. On va peut-être commencer par le réalisateur. Tu l'as cité, John McTiernan. Johnny. C'est bon, Johnny. Est-ce qu'il a commencé avec les films de sous-marins? Est-ce que c'est sa spécialité, les films de sous-marins? Est-ce qu'on s'adresse... Julie? Pas vraiment, mais on peut quand même se dire que c'était un peu le roi d'Hollywood à la fin des années 80. Pourquoi? En 87, Schwarzenegger le choisit pour réaliser Predator. Gros succès commercial. Bravo Sarah. Et donc ça lui ouvre vraiment les portes d'Hollywood, entre guillemets. Et en 88,
Vous savez ce qu'il va réaliser? Oui, je l'ai. Il va réaliser Die Hard, Piège de cristal. Alors, avec Bruce Willis. Une question, tu aimes bien ce film ou pas? J'adore Die Hard. J'étais pas sûre. Non, formidable. Et pareil, gros succès commercial et succès critique aussi, quand même. Et c'est ce film qui va vraiment propulser aussi Bruce Willis en tant que méga superstar. Complètement. Malheureusement, la personne qui joue le rôle de Predator, qui devait être Jean-Claude Van Damme, il me semble, n'aura pas une aussi grande carrière que Bruce Willis. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Van Damme avait fait des essais dans le costume du Predator et qu'apparemment, il faisait un peu trop de mawashi et ça ne correspondait pas. C'est pas très Predator. Michael. Ouais, du coup, je viens d'avoir l'info là. En fait, Predator, c'était effectivement pas Van Damme, c'était Patrick Timsit. Je croyais que c'était Josiane Balasco. Bon, je comprends plus rien. Alors, juste un petit mot, en fait, ce qui est fou quand même sur ce triptyque de films, c'est je crois qu'il sort les 3 films en 4 ans. Enfin, c'est très resserré. Il sort 3 films ultra canons en 4 ans seulement. Alors, justement, après ces 4 ans, ça sera peut-être pas aussi cool. Il n'aura pas que des succès, il va avoir quelques bides aussi, John McTiernan. Ouais, c'est pas le top. Déjà, il faut aussi noter que 1990, à la poursuite d'Octobre Rouge, l'empêche, entre guillemets, enfin, il refuse de faire 58 minutes pour vivre, donc Die Hard 2. Il s'y recollera pour Die Hard 3, qui lui aura un fort bon succès. Mais Medicine Man avec Sean Connery, ça marche pas des masses, ça rembourse à peine sa mise. Et alors, un de mes films phares aussi, Last Action Hero, que je trouve génial, se plante en fait complètement au box-office. C'est un peu tragique. Une seconde vie en vidéoclub peut-être. Complètement, mais c'était aussi en même temps que Jurassic Park. Enfin bon, ils ont joué de malchance, comme on dit. Ils ont joué de malchance. Mais après, il a quand même fait des trucs. Il a refait l'affaire Thomas Crown, le remake, qui a plutôt bien marché avec Pierce Brosnan. Et Rollerball, avant d'avoir quelques petits soucis, je crois, avec la justice. Oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il paraît, il a été en prison pour McTiernan? Comment ça se fait? Est-ce que, Michael, tu veux raconter cette petite histoire? Greg, je suis désolé parce que là, je suis en pleine constipation, là, ça va être compliqué. Merci, Michael. Non, je crois qu'il devient un peu parano et il met sur écoute son producteur. Il devient complètement parano. Il engage un détective privé et il met sur écoute, je crois, plusieurs de ses producteurs, il me semble, dans ces années-là. C'est les écoutes illégales Pelicano. Voilà. Je vous invite à vous intéresser à cette histoire, c'est quand même assez ouf. Et il a vraiment fait de la zonzon. Hein. Il a fait de la zonzon combien de temps? Pas longtemps, 1 an mais je pense que ça l'a quand même un peu cassé. Et pour avoir vu une masterclass à sa sortie de prison à la Cinémathèque à Paris, c'était pas la joie. Ouais, il avait l'air un peu KO, quoi. Mais apparemment, en mai 2019, il y a eu une annonce, la presse nous a dit qu'il reprendrait les chemins des plateaux, apparemment, pour un nouveau film avec Uma Thurman. Dans le rôle de Predator? Exactement. D'accord. On a hâte. Tu veux dire qu'elle volerait la vedette à Timsit? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Un truc qu'on n'a pas dit encore, c'est que ce film, c'est une adaptation d'un roman de Tom Clancy. Alors, il faut savoir que Tom Clancy, c'est pas juste le jeu Splinter Cell, c'est avant tout un romancier et qui est très porté sur la guerre. Est-ce que ça vient d'un bouquin, Octobre Rouge? Pas trop sur la chose, plutôt sur la guerre. Non, oui, c'est que Tom Clancy, il a écrit vraiment énormément de romans. D'ailleurs, jusqu'à sa mort, alors je sais plus, je crois qu'il meurt en 2017, et il y a 21 romans dans lesquels Jack Ryan, le héros du film, va apparaître. Ils ne sont pas tous écrits par Tom Clancy parce qu'il y en a qui vont reprendre le flambeau à sa mort, mais c'est un personnage clé que j'avoue je connaissais pas vraiment moi. J'avais pas repéré ce personnage. C'est assez amusant parce qu'on peut vraiment le comparer à un James Bond, même s'ils n'ont pas trop les mêmes caractéristiques, et surtout il est beaucoup moins connu. Alors d'une part, je pense parce que c'est pas le même charisme entre guillemets, mais aussi parce que dans les adaptations cinématographiques ou sérielles qu'il y a pu avoir, il n'y a pas grand sens en fait. Il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas, il y en a avec les mêmes comédiens, il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas eu une espèce de marque qui s'est créée et qui s'est déposée comme pour James Bond avec des codes très ancrés. Oui, parce que déjà, des Jack Ryan, il y en a eu plein à l'écran en fait. Il n'y a pas eu que Alec Baldwin, c'est ça. Et moi je trouve que c'est un héros. Il y a eu Harrison Ford surtout, dans Jeux de guerre. Et dans Danger immédiat. Voilà. Et effectivement, dans un téléfilm qui s'appelle The Secret World of Spying, je crois. Ouais. Mais il y a eu Ben Affleck. Ouais. Bof, quoi. Enfin, moi, je trouve ça mais à chaque fois, c'est des one-shots, c'est ça Chris Pine, bof. Ryan Initiative. Et la série. Amazon. Ce qui est intéressant par rapport au fait que... Oui, pardon, vas-y, Michael. Non, à vérifier, mais je crois qu'il y a Patrick Timsit aussi. Merci, Michael. Merci, Michael. On a failli rater ça. Non, mais ce qui est intéressant aussi, une des raisons peut-être pour lesquelles le personnage est moins connu, c'est que souvent, il est joué par des acteurs qui sont déjà très connus.
Et donc il se fait un peu écraser, alors que les James Bond au départ, même si les acteurs deviennent célèbres derrière, ils le sont un peu moins au départ. Et puis il y a quand même ce truc-là, James Bond, c'est vraiment centré sur le personnage, alors que là, les romans de Tom Clancy, c'est vraiment l'intrigue qui est intéressante, plutôt que les personnages. Et un dernier petit truc, c'est que j'ai remarqué que, en tout cas, Jack Ryan avait l'air d'être un tout petit peu plus gentleman que James Bond. Enfin, moins misogyne. Moins misogyne, en tout cas. On peut le dire. Apparemment. Moi, j'ai pas vu tous ces films, mais c'est vrai que je trouve qu'on s'attache pas trop à Alec Baldwin là-dedans. Finalement, Sean Connery est plus important. On va voir après pour les personnages. Mais je reviens sur cette série de films. Est-ce que ça crée une histoire cohérente? Est-ce que ça fait une suite? Tous ces Jack Ryan ou pas du tout? Tout est séparé. Eh bien, ça dépend. À la poursuite d'Octobre Rouge, Jeu de guerre et Danger immédiat, il y a une histoire cohérente. Je pense que la somme de toutes les peurs, c'est pas possible de le matcher. Et il me semble que The Ryan Initiative, c'est un reboot. Donc en fait, c'est vraiment un peu mal foutu, quoi, ce truc. Et récemment, là, en 2018, il y a une série qui est sortie aussi avec Jack Ryan comme personnage central et principal. Série Amazon, effectivement. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très sympathique. D'accord. Moi, il y a un truc qui m'a étonné quand je me suis renseigné sur Tom Clancy. Tu en as parlé tout à l'heure. Les séries de bouquins, donc les séries de jeux aussi, c'est quand même incroyable. Il en a fait un maximum. Et en fait, il a prêté son nom aussi. Tu as dit qu'il y en avait certains qui reprenaient après sa mort, mais pas que, mais de son vivant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une franchise de son nom. Pour faire un maximum de pognon. Pour faire un maximum de pognon, il y a d'autres personnes qui écrivent son livre, ses livres. Enfin, c'est quand même assez dingue. Ouais, coécrit de temps en temps, ça dépend des fois. On va mettre ça sur la valeur de l'écriture collective. Exactement. Il fait plein de romans de guerre en tout cas. On avait fait K-19 il n'y a pas longtemps ici. On s'en souvient encore. Dans un film, un after. Vous savez que moi j'adore les films de sous-marins. K-19 c'était inspiré d'une histoire vraie. Est-ce que Octobre Rouge c'est le cas aussi, Michael? Je sais que toi t'adores les soviétiques. En ce moment t'es dans une période soviétique, tu m'as dit. Ouais, bah écoute, j'ai ouvert les yeux et effectivement l'impérialisme américain, j'en peux plus, tu vois. Et à un moment donné, il faut ordonner la grandeur à une grande nation comme l'URSS. Oui, effectivement, c'est une histoire vraie. Mais contrairement à ce qu'on pense, en fait, Tom Clancy colle pas véritablement à la réalité, puisque en fait, il s'agit de l'histoire du capitaine Valéry Sabline, qui commandait un sous-marin qui s'appelait la Sentinelle, et qui est parti, en fait, qui a mené une mutinerie dans ce sous-marin, mais non pas pour rejoindre l'Ouest et les États-Unis, mais pour provoquer une nouvelle révolution soviétique. En fait, une nouvelle révolution communiste, justement, et faire tomber les bureaucrates soviétiques du pouvoir. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas assez communistes, en fait, c'est ça. Parce qu'ils n'étaient pas assez communistes. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est ce qu'on voit pas du tout dans le film, puisque même si le personnage de Sean Connery, on comprend qu'il a perdu sa femme, il est plus trop en accord avec le régime, il veut partir à l'Est, enfin... En fait, dans la réalité, c'était pas du tout pour ça, c'était vraiment pour un retour aux valeurs d'antan de la Russie, quoi. Il y a vraiment un truc complètement politique dans ce geste. Michael. Et une précision qui est très intéressante, c'est qu'on pourrait penser que Tom Clancy, en fait... Il est communiste, mais pas du tout. Non, on pourrait justement penser que Tom Clancy serait pro-américain en falsifiant la réalité et en disant qu'en fait, ce capitaine voulait rejoindre l'Ouest, alors qu'en fait, c'est l'Union soviétique qui a inventé cette version pour condamner à mort, notamment pour justifier la condamnation à mort du capitaine Sabline. Oui, parce que spoiler alerte, ça a raté la mutinerie. Enfin, au final, c'est complètement foiré cette histoire. Il voulait aller en Suède, hein, c'est ça, c'était ça l'excuse. C'est ça, exactement. Mais en fait, non, ils voulaient pas aller en Suède. Ils avaient peur qu'il aille en Suède. Ah oui, c'est ça. Mais les Suédois ont chopé des infos au passage. Ils n'étaient pas censés les avoir et pendant des années, ils ont fait comme s'ils les avaient pas. Mais je pense que, là, pour le coup, c'est un petit peu en rapport avec ce qui se passe dans le film aussi, quoi. Alors, il me semble que dans la vraie histoire, c'est une frégate et pas du tout un sous-marin. Comment ça se fait qu'on ait tout le temps des sous-marins pour créer un genre de film en particulier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On sait que tu adores ça, Greg. Non, je t'arrête, Greg, je t'arrête, c'était un pédalo. Ah, d'accord. Ok. Information officielle. Mais il était armé un peu de la même façon que dans le... C'était un sous-marin, il était armé exactement de la même façon que dans le film. Enfin, pour le coup, il y avait les mêmes risques, les mêmes... Nucléaires. Et nucléaire, tout à fait. Alors, on peut s'attarder un petit peu sur les personnages maintenant. Déjà, on peut souligner le fait que Sean Connery parle parfaitement le russe au début. Alors ça, c'est quand même bravo. Moi, je dis bravo. Franchement... Bel effort et super idée de mise en scène, ce plan où on suit en fait et où on passe d'un langage à l'autre. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est quand même très bien géré. Et même dans les scènes où ils sont pas censés se comprendre et où on les retrouve à un moment, c'est quand même très malin. On peut saluer le travail de McTiernan, qui est un réalisateur que j'apprécie. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette émission, mais vraiment, c'est très malin, quoi. On est vraiment dans ce film sur la confrontation de deux personnages
sur qui on focus sur l'intelligence avant tout, je trouve. Sean Connery, c'est ce qu'il dit d'ailleurs pendant tout le film, pour que son plan marche, il faut qu'il ait en face de lui un Américain finalement aussi malin que lui. Ouais. Et il a eu de la chance, c'était pas moi, c'était Alec Baldwin, Jack Ryan. C'était quand même un plan très osé, parce qu'en fait, pour deviner ce que les autres vont faire et parier sur la réaction d'un clan ou de l'autre, c'était quand même assez balèze. Et il a un peu peur du cow-boy aussi aux valeurs américaines. Hein. Et d'ailleurs, moi c'est ça que je trouve plutôt bien fait, c'est que oui, Jack Ryan est cette personne intelligente, mais en même temps, on voit quand même, ça aurait pu très mal se passer de 1000 façons différentes. C'est-à-dire qu'on a un capitaine de l'USS, je ne sais plus comment il s'appelle, Dallas qui lui est un peu plus cow-boy américain, genre, bon, faut me convaincre, quoi. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans ces films, c'est que, en fait, au plus les personnages sont intelligents, au plus tu les aimes aussi. Enfin, il y a un truc, tu les admires. Sean Connery, tu l'admires pendant tout le long. Il est touchant, il a perdu sa femme. Tu comprends qu'il fait ça parce qu'il a des valeurs et qu'en même temps, il y a un respect des valeurs américaines, Julie, ça. Je vous arrête un peu parce qu'il a quand même l'air un peu maboule. Hein. Je vous rappelle qu'il tue quand même de sang-froid le commissaire politique au début du film. Moi, je suis de la CIA, je le laisse clairement pas rentrer sur le territoire. Quoi. Tu chipotes. Non, mais moi, il y en a un que je salue dans ce film. C'est celui, je crois qu'il s'appelle Ronald Jones. C'est celui qui grille direct Octobre Rouge, qui écoute les sonars et tout, et qui se rend compte qu'il y a un truc chelou, et qui dit, je suis sûre, c'est un sous-marin. Et là, je dis, respect, quelqu'un qui fait bien son travail, moi j'aime ça. On a une constante... Vas-y, Mickaël. Non, moi je tire mon chapeau, j'aime beaucoup Sam Neill dans ce film. Je le trouve très bon, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé très très bien. J'aime beaucoup. Et quelle mort émouvante. Enfin, c'est vraiment très... En plus, si vous voulez voir le Montana, bon, ce qui s'est passé, c'est que des années plus tard, il le verra, puisqu'il sera le docteur Grant dans Jurassic Park. Qui sera dans le Montana. Mais non, c'est hyper touchant, son rôle est vraiment bon. Moi, j'attire votre attention sur le personnage qui est joué par Tim Curry, qui est le docteur Yevgeny Petrov, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est vraiment le bisu total, qui débarque parce que son prédécesseur vient de se faire squeak, mais il est complètement naïf. Et je trouve, je sais pas, je le trouve assez... c'est quand même le Rocky Horror Picture Show au sein d'un sous-marin. Moi, je reviens un petit peu sur le commandant Sean Connery. C'est vrai qu'il y a une constante dans les films de sous-marins, c'est que les capitaines prennent tous les risques. C'est la scène que tu as citée en début d'émission, Julie. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces gars-là? En fait, ils mettent un stress incroyable à tout le monde. Ils prennent les virages au dernier moment. Ils prennent tous les risques. Pourquoi ils ont des têtes nucléaires? Il faut arrêter de faire ça dans les sous-marins. Mais là, c'est all-in. Hein. C'est parce qu'il veut sauver sa peau. Mais c'est vrai que s'il était parti en avion, ça aurait peut-être été moins risqué. C'est peut-être juste pour être stylé. Hein. C'est possible aussi, je le soupçonne. Hein. Après, le costume fait beaucoup. Hein. T'as pas forcément besoin de prendre des virages. D'ailleurs, Mickaël, très belle veste. Hein. Ah oui, on a oublié de saluer. Ah oui. Je me suis mis sur mon 31. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai pas de pantalon, par contre. Au cabinet, il vaut mieux. T'es au cabinet, on sait. Enfin, on espère. Mais tu sais qu'on me l'a dit récemment, ça? Pendant des années, j'enlevais jamais mon pantalon au cabinet. Bon, d'accord. Merci, Mickaël. Revenons sur nos petits personnages. Moi, au bout d'un moment, je les confonds. Après le capitaine et Sam Neill, je patauge un peu. Encore une fois, je suis pas fan de films de sous-marins. Hein. Est-ce que tu te souviens de l'amiral, qui n'est pas dans un sous-marin? L'amiral James Greer, qui est joué par James Earl Jones. Et James Earl Jones, on le connaît pourquoi? Déjà parce que c'est un grand acteur, mais aussi parce que c'est la voix de Darth Vader. Darth Vader, tout à fait. La voix la plus trafiquée de l'histoire du cinéma, mais c'est sa voix. Moi, je trouve qu'on la reconnaît assez bien quand même. D'accord. Ouais, juste, c'est effectivement la voix de Darth Vader et la personne dans le costume, c'est Patrick Tipsit. Heureusement que Mickaël, t'étais là en soutien sur cette émission quand même. Hein. D'autres personnages où on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour. Bon, on a à peu près fait le tour. Non, j'aimerais juste attirer votre attention aussi sur cette qualité de mise en scène, parce qu'avec les éclairages, par exemple, dans les sous-marins, on aurait pu se dire il va mettre du rouge chez les Russes et il va mettre du bleu chez les Américains. Mais non, je trouve qu'il y a quand même un truc assez bien géré, mais on sait toujours où on est. Complètement. Alors qu'ils parlent tous anglais, par cette espèce de stratagème de mise en scène, mais c'est ultra lisible. Moi, je trouve que c'est ça qui marche très très bien. Quoi. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était surtout lisible parce que les Américains avaient une casquette avec un drapeau américain où il y avait marqué USS Dallas et que les autres, ils étaient habillés en soviétique avec des étoiles rouges. Bon, c'est mon avis. Je trouve un peu dur. Est-ce que vous avez d'autres films de sous-marins à conseiller? Il y en a un paquet. Ah ouais, moi j'ai vu Kursk, il n'y a pas longtemps, et je dois avouer que j'ai été assez conquise. Alors le rythme est un peu lent, mais il y a Matthias Schoenaerts qui est vraiment
magnifique. Voilà. Mathias, si tu nous regardes, bah, tu es le bienvenu. On lui passe le message. Évidemment, Sarah, pas de Non, film moi de je suis sous-marin. pas très sous-marin. Chant du loup, Ouais, alors je l'ai pas vu justement. J'allais dire le chant du loup. Il paraît que c'est bien, mais je l'ai pas vu. c'est pas mal. Michael? Le chant du loup, c'est pas mal, mais moi j'ai un petit faible pour Léviathan. C'est un espèce de alien, mais qui se passe dans un sous-marin. On n'est pas loin du nanar, la scène de fin est vraiment très mauvaise, ça vaut le coup. Merci, Michael. Voilà, De rien. c'est le moment de mettre un avis chiffré sur le film, mesdames et messieurs, à vos fiches imprimées, s'il vous plaît. La partie notation, The Notation Party. Un avis chiffré pour Octobre Rouge. Michael, combien t'as mis à ce petit film? Eh ben écoute Greg, je trouve qu'hormis la scène finale dont je parlais au début, qui a un côté un peu propagandiste à mon sens, ça reste quand même un très bon film, je mets 4. 4. Ah d'accord. Julie, tu mets combien? Je mets 5. Surprise. Surprise. Sarah? Moi, je mets 3. Ouais. Alors, je sais, Julie, elle va pas être contente, mais moi, je suis pas une énorme fan des films d'action en tant que tel, mais j'étais très agréablement surprise par Octobre Rouge. J'ai vraiment préféré à K-19 et je voulais me reprendre parce que je crois qu'en fait, il est mort en 2013. Ouais. Tom Clancy, on s'est planté tout à l'heure. Et en plus, il faut lui rendre hommage. Il a prévu plein de trucs dans ses bouquins, notamment, il avait imaginé un avion qui allait s'écraser sur le Capitole, 10 ans avant le 11 septembre. Voilà. Pas mal. Respect. Pas mal, Tom Clancy, Greg, ça ne suffira pas à élever ma note. J'ai mis un petit 1, je suis désolé, non, mais j'aime pas, j'en ai marre des sous-marins. K-19, Octobre Rouge, moi, j'en peux Non, plus. mais non, Ce non, qui non, fait non, 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 tu une t'as pas moyenne. mis un. Si, je mets un. Julie, c'est comme ça. Divisé On va le par faire. quatre. Je ne vais pas diviser par 4. Rappelle-moi la note que tu avais mis au chasseur. 3. D'accord, très bien. On va aller faire un petit tour du côté d'Internet pour connaître l'avis du public. Michael, c'est toi qui as épluché les commentaires cette fois-ci. C'est à toi. Oui Greg, je te reçois 5 sur 5, j'ai effectivement fait les commentaires. Alors j'ai pris 4 commentaires. On commence avec une personne qui invente un genre nouveau et qui nous dit « Excellent film de huis clos et de suspense politique nucléaire ». Ensuite, on continue par quelqu'un qui est plutôt pas satisfait, qui dit « Le film reste un petit peu longuet, 1h30 aurait suffi. D'autant qu'il n'y a pas de face-à-face entre officiers. » Ah ouais, ça c'est Oui, ça manque. Je me suis quand même demandé à quoi servait le rôle de Baldwin, piètre acteur. Et pourquoi pas Val Kilmer pendant qu'on y est. J'aurais peut-être mis 2. Il y en a un. Il y en a un. Alors, Julie, tu me diras, qui est peut-être un peu misogyne, qui dit Ah oui, pas mal de bonnes choses dans ce film sans femme. Bon, c'est vrai. Il n'y a pas de femme, mais Il n'y a pas de femme. Historiquement parlant, je pense qu'il y avait assez peu de femmes dans les sous-marins pour la défense du film. Après, on a la petite fille de Baldwin qui aura un ours en peluche qu'on ne voit pas. Mais... Tout à fait, tout à fait. Et enfin, on finit avec un spectateur mécontent qui dit « Bon alors, je vais le dire, car c'est complètement grotesque. On commence par des Russes qui parlent anglais. Bon, jusqu'ici, rien de surprenant, on est dans un blockbuster hollywoodien. Mais on continue un peu et on découvre que parfois, quand ils sont énervés, ils disent des jurons en russe. Allez savoir pourquoi. Bref, on continue encore et on se rend compte que lorsqu'il s'agit de parler aux Américains, tout d'un coup, certains ont des problèmes de compréhension. Tiens, ils ont oublié l'anglais. Bref, c'est plutôt raté à mon sens. Merci, Mickaël, pour ce florilège de commentaires. Alors, ouais, attendez, on me fait signe en régie. Je crois qu'on a retour d'Antoine en duplex. Il était dans... On se rappelle, il était dans le sous-marin. Antoine, Oui. on lui laisse le mot de la fin. Mauvaise réception, j'ai l'impression. Je suis un petit peu inquiet pour notre ami Antoine. J'espère que c'est juste un problème de liaison. Oui, j'espère qu'il s'est pas fait couler, le pauvre vieux. Pauvre vieux. Après, sous-marin coulé, c'est comme un gros dégât des eaux. C'est pas faux. Voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revenir sur les 3 questions du début, est-il possible de ne pas s'assoupir devant un film de sous-marin? C'est faisable, mais c'est pas évident pour moi. Est-ce que Sean Connery est passé à l'Est après le tournage de ce film? La réponse est non, car il a touché un gros chèque et il a préféré retaper son château en Écosse. Est-ce le dernier film de sous-marin qu'on traite dans Un Film, un After? Pas forcément, car il reste encore sur la liste USS Alabama, Hunter Killer, Requin d'acier, Das Boot, Le Chant du Loup, etc., etc. Merci à tous. Nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Un Film, un After. Bye bye. Ciao.